c'est ça le capitalisme. Ça aussi. Et ça aussi. Et ça aussi. Ça, eh bien, c'est aussi du capitalisme. Ça aussi. Et ça? Alors pourquoi, quand les gens parlent du capitalisme, c'est toujours ça? Et jamais ça? Meet Joe, le roi des travailleurs du monde. Salut, tout le monde. Joe est le roi parce qu'il peut acheter plus avec son salaire que n'importe quel autre travailleur sur la planète. Alors, qu'est-ce qui permet à Joe de gagner aussi bien sa vie? Il n'est pas plus intelligent que les travailleurs des autres pays. Vous plaisantez? Il n'est pas plus fort que les travailleurs des autres pays. Oh! Ouais. Eh bien, regarde-moi. Bien sûr, être américain, c'est génial, mais comment pourrais-tu être supérieur à un étranger alors que toi ou ta famille pouvez appartenir à une douzaine de races ou de religions différentes? Donc, si tu n'es pas un surhomme, c'est sûrement la façon américaine de faire les choses qui fait de toi le gars le plus chanceux du monde. Parce que pratiquement depuis sa création, les capitalistes en Samsele ont fait un travail incroyable pour faire la propagande du système. Maintenant, avant de commencer à casser ton téléphone de frustration en criant à quel point je suis un communiste, prends une seconde. Respire. Et écoute, je ne suis pas là pour dire que le capitalisme est mauvais ou terrible. Je suis ici pour retirer la propagande et te donner une vision plus équilibrée. Pourquoi ? Parce que pour un grand nombre de personnes, ça n'a pas l'air de fonctionner aussi bien que ça le pourrait. Que les gens veuillent te l'admettre ou non, le but du capitalisme, comme tu vas le voir, est de rendre un petit groupe de personnes riches au détriment de tous les autres. C'est littéralement dans sa conception. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être misérable. Je ne dis pas ça, et ça ne veut pas dire non plus que tous les riches sont mauvais. Je ne dis pas ça non plus. Peut-être que je peux illustrer cela plus clairement avec une affirmation très simple et 100% vraie. Dans le capitalisme, il est possible pour n'importe qui d'être riche. Mais il est impossible que tout le monde soit riche. Ses partisans diront souvent que le capitalisme sort les gens de la pauvreté. Une affirmation qui est douteuse, comme nous allons l'explorer. Mais si c'est vrai, alors pourquoi l'Afrique, l'une des régions les plus riches en ressources au monde, qui possède également la plus grande superficie de terres arables, reste-t-elle incroyablement pauvre et affamée alors que tous les gouvernements là-bas sont capitalistes? La réponse est simple. Pour que certains pays soient grandement riches dans le capitalisme, cela doit se faire au détriment d'autres qui deviennent plus pauvres. Parce que souvenez-vous, dans le capitalisme, certains peuvent être riches, mais pas tout le monde. J'ai vu un documentaire sur la finance où un banquier affirmait que l'argent n'est jamais vraiment gagné ou perdu. Il est simplement transféré d'une perception à une autre. Et c'est plutôt vrai. Avant la Grande Dépression, les Américains faisaient globalement confiance aux entreprises et aux riches. Et cela est principalement dû au fait qu'ils offraient des emplois, des salaires et que les conditions économiques s'amélioraient d'année en année. Puis la Grande Dépression est arrivée, causée au moins en partie par des entreprises cupides qui se livraient à des pratiques douteuses pour essayer de profiter de la spéculation boursière. Soudain, tout le monde était pauvre. Eh bien, sauf les riches, ils sont simplement restés riches. Les autres n'étaient pas seulement pauvres, ils mouraient de faim. Et ils mouraient de faim parce qu'un petit groupe de personnes déjà riches était avide. Puis Franklin Delano Roosevelt et les syndicats sont arrivés, améliorant la situation de tous ceux qui mouraient de faim et souffraient.
Aujourd'hui, étant donné à quel point les Américains sont devenus rapidement résistants à toute forme d'idées, de gauche ou de socialisme, je trouve intéressant de discuter pourquoi ces idées ont été à la fois proposées et acceptées à l'époque. Nous allons faire une leçon d'histoire économique rapide et extrêmement basique, mais je vous promets que cela a un but. Le capitalisme peut sortir certaines personnes de la pauvreté, mais il ne peut pas sortir tout le monde de la pauvreté. Quand quelqu'un fait ce point sur le capitalisme éliminant la pauvreté, il utilise presque toujours ce graphique pour illustrer son propos. Il en existe de nombreuses versions. Cela paraît concluant, mais l'est-ce vraiment ? Le capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production pour le profit. C'est littéralement la définition donnée par toutes les sources que vous pouvez trouver. Et cela a commencé à la fin du XVIe siècle dans la vieille et joyeuse Grande-Bretagne, où l'agrarisme a cédé la place au capitalisme lorsque des terres autrefois ouvertes aux paysans pour cultiver leur propre nourriture sont soudainement devenues privées et leur exploitation est devenue illégale. Le XVIe siècle va de 1501 à 1600. Si vous ne le saviez pas d'inquiétude. Je ne le savais pas non plus et je me suis senti idiot aussi. Alors maintenant que nous savons que le capitalisme commence au XVIe siècle, qu'est-ce qu'on remarque sur ce graphique ? Si tu criais sur ton téléphone que ça commence à la mauvaise date, félicitations, petit malin. Tu as raison. Ce graphique commence dans les années 1800. En ignorant les 200 premières années de données, ce qui est trompeur et suspect qu'ils ne les aient pas incluses. Que s'est-il passé pendant ces 200 premières années ? C'est probablement juste 200 années supplémentaires de diminution de la pauvreté, non ? Car c'est ce que fait le capitalisme. Il élimine la pauvreté. Mais les données ne le confirment pas. En Italie, la pauvreté augmente fortement depuis 200 ans, tout comme en Inde. Et les données européennes révèlent la même tendance. Les gens sont devenus plus pauvres. Pour ceux qui se demandent ce qui s'est passé aux États-Unis durant cette période, ce pays n'existait pas encore vraiment. En réunissant ces graphiques, on peut conclure que le capitalisme a en réalité entraîné plus de pauvreté. Et puis soudainement, en 1800, tout le monde est sorti de la pauvreté. Maintenant, cela soulève deux questions. Premièrement, pourquoi tout le monde est-il devenu plus pauvre ? Et deuxièmement, pourquoi sont-ils soudainement devenus plus riches ? La réponse à la première question, c'est le capitalisme. La réponse à la deuxième question, c'est quelque chose sur lequel nous allons revenir. Donc, avant le capitalisme, le servage était la façon dont la grande majorité des gens vivaient, à moins d'être des seigneurs. Dans le servage, vous êtes lié légalement à la terre et devez travailler pour le seigneur dans les champs, mines ou autres sources de richesse. C'est le propriétaire, pas le seigneur. En échange d'être attaché à cette terre et de fournir un travail à vie, vous recevez la protection légale et physique du seigneur de cette terre, un logement où vivre, et surtout, vous êtes autorisé à cultiver la terre pour vous-même. Cependant, vous deviez verser un pourcentage de tout ce que vous cultiviez au seigneur sous forme d'impôts. Ce qui est un peu étrange, puisque les riches ne sont-ils pas justement connus pour être contre les impôts ? Il me semble qu'ils n'ont pas de problème avec les impôts quand c'est eux qui les perçoivent. Mais tu pourrais être entièrement autosuffisant. La plupart des gens l'étaient. Bien sûr, il y avait encore parfois des famines et des conflits, mais c'était en grande partie dû à des phénomènes naturels, comme des conditions météorologiques irrégulières qui gâchaient les récoltes, plutôt qu'à des conditions imposées par l'homme. C'était restrictif, mais aussi mutuellement bénéfique. Le capitalisme a supprimé l'accès aux terres publiques pour l'agriculture personnelle et l'a rendu illégal. Donc la seule façon de survivre était alors de trouver un emploi et d'acheter de la nourriture. Donc avant le capitalisme, vous pouviez être pauvre comme la plupart des gens, mais vous étiez à la fois logé et nourri, car c'était littéralement une obligation légale pour le seigneur de vous fournir ces choses sous le servage. Après l'adoption du capitalisme, il n'était pas seulement plus possible pour les gens d'être affamés et sans abri. C'était un effet direct et voulu de celui-ci. Parce que rendre les gens sans abri et affamés les rendrait plus susceptibles d'accepter n'importe quelle condition qu'on leur proposerait. En y réfléchissant, ce qui se passe aujourd'hui est presque identique. Certains souhaitent supprimer les filets sociaux pour que les personnes désespérées acceptent n'importe quel emploi et mauvaises conditions.
Les personnes non désespérées refuseront jusqu'à obtenir de meilleures conditions. Avant l'établissement du capitalisme, les gens arrêtèrent de travailler une fois qu'ils avaient assez de nourriture pour manger. Je veux dire, il y avait peu ou pas de produits de consommation, et les gens vivaient presque entièrement en fonction de leurs besoins plutôt que de leurs envies, comme nous le faisons aujourd'hui. Il n'y avait pas besoin de travailler plus longtemps parce que si tu n'avais pas faim, à quoi bon continuer ? Le patron ne pouvait pas te refuser la nourriture, c'était illégal. La suppression des biens communs et leur restriction aux seuls propriétaires d'actifs obligeaient à se soumettre à leur volonté pour être nourris. Cela les a forcés à travailler bien plus longtemps et durement qu'ils ne le voulaient. Plus personne ne veut travailler aujourd'hui. Sans blague, c'est peut-être la critique la plus stupide qui soit du comportement individuel. Personne n'a jamais voulu travailler. C'est pour ça que les salaires existent, Pour convaincre quelqu'un d'aller où il ne veut pas, de faire une tâche qu'il refuse à un moment non souhaité, juste parce qu'une autre personne le veut. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la différence entre l'avant et l'après-capitalisme, sachez qu'avant celui-ci, les travailleurs médiévaux en Grande-Bretagne bénéficiaient de 51% de leur calendrier annuel en temps libre. C'était parce que lorsque vos besoins en nourriture et en logement sont satisfaits, il n'y a vraiment aucune raison de travailler. Ainsi, les gens profitaient de noter du temps en famille, ils allaient à la pêche, faisaient des randonnées, jouaient avec leurs enfants et vivaient en famille biparentale. C'est lorsque deux parents participent à l'éducation des enfants, pas seulement un ou parfois aucun. C'était idéal pour l'équilibre vie pro-vie perso de monsieur tout le monde, mais moins pour les riches voulant s'enrichir encore plus. Avance rapide à travers 100 ans de capitalisme et, soudainement, ils ont été forcés de travailler beaucoup plus longtemps. Non, ce n'est pas le cas. Quand une partie risque de mourir de faim si elle refuse des conditions injustes, alors que l'autre n'y est pas contrainte, il ne s'agit pas d'un accord égal ou équitable. C'est plus proche d'une rançon. Si les deux parties n'ont pas une égalité de négociation, l'échange n'est pas libre ni équitable. Ensuite, les capitalistes industriels ont adopté les horloges mécaniques dans leurs usines et combiné à l'éclairage artificiel, ils ont réduit ce temps de loisir de 51% à un chiffre vraiment choquant de 15%, ce qui est à peu près la situation actuelle. Cela signifiait que sur 365 jours, les gens travaillaient environ 310 jours. Ils ont installé ces horloges pour que les gens arrivent à l'heure. Et vous pourriez penser que cela profite aussi aux ouvriers, puisque s'ils savaient quand arriver à l'heure, ils savaient aussi quand rentrer chez eux à l'heure. Sauf que les propriétaires d'usines trichaient pas mal souvent. Ils retardaient les horloges pendant les heures de travail, augmentant ainsi le temps passé à travailler. À la pause, ils remettaient l'horloge à l'heure normale, réduisant ainsi le temps de pause des ouvriers. Sacré filou. Et comme la gestion du temps était vraiment un concept tout nouveau à l'époque, les gens ne se rendaient vraiment pas compte de ce qui se passait. Les gens n'étaient tout simplement pas habitués à suivre le temps. Il faut se rappeler qu'avant ce moment de l'histoire, les gens déterminaient le temps en fonction de choses comme la lumière disponible à l'extérieur ou les saisons. C'était un concept bien plus vague. Mais avec l'apparition des montres de poche, les gens ont soudain remarqué que l'horloge de l'usine ne correspondait pas à leur montre de poche et ils se sont rendus compte qu'on les arnaquait. Les propriétaires d'usines ont admis « Vous nous avez eus. Nous sommes désolés, ça ne se reproduira pas. » Je plaisante. Ils renvoyaient quiconque venait travailler avec une montre de poche, jugeant cela distrayant. Ces choses faisaient que les gens travaillaient 80% d'heures en plus, ce qui a clairement rendu certaines personnes en Grande-Bretagne beaucoup plus riches. Mais les gens ordinaires s'appauvrissaient comme le montrent les données. C'est en partie pour cela qu'utiliser uniquement le produit intérieur brut comme mesure de la santé d'un État est, au mieux, un outil très, très approximatif. Il ignore les personnes qui meurent de faim à un bout du spectre, et les ultra-riches qui ont bien plus que ce dont ils ont besoin à l'autre bout, et donne l'impression que tout le monde s'en sort bien. Je veux dire, les moyennes cachent toujours les extrêmes des données. Maintenant, si vous parlez de l'efficacité d'un ordinateur, par exemple, alors il est normal d'utiliser des moyennes. Parler de personnes mourant de faim et utiliser une moyenne pour minimiser leur situation est immoral, car en réalité, elles souffrent. Par exemple, si on mesure la prospérité d'une famille par le revenu du foyer et que le père gagne $1 million par an, on pourrait supposer que c'est une famille très riche.
Mais si le père ne nourrit jamais les enfants ou ne dépense jamais d'argent pour eux et qu'il meurt littéralement de faim, alors le revenu du foyer serait une très mauvaise façon de mesurer la richesse des personnes dans cette famille. Maintenant, l'idée que les gens s'appauvrissaient et que la pauvreté augmentait est soutenue par quelques études qui ont montré que la taille moyenne a diminué régulièrement lors de l'introduction du capitalisme. La taille moyenne est souvent utilisée comme mesure de la santé et donc aussi de la richesse. Si une population est bien nourrie et prise en charge, la taille moyenne reste la même ou augmente. Quand ils sont pauvres et mal nourris, elle diminue. Même chose pour l'espérance de vie, deux éléments qu'on pourrait attendre de voir s'améliorer avec la baisse de la pauvreté. Petite parenthèse, on note un fait intéressant en observant l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud a prospéré jusqu'aux années style 800, puis le niveau de vie et la richesse ont soudainement fortement chuté. Alors, pourquoi est-ce l'inverse là-bas ? Le capitalisme n'est arrivé en Amérique du Sud qu'au XIXe siècle. Donc l'introduction du capitalisme a littéralement rendu les gens plus pauvres partout où cela s'est produit. C'est pourquoi tout le monde est devenu plus pauvre pendant 200 ans. Mais qu'en est-il de la deuxième question ? Pourquoi tout le monde est-il soudainement plus riche ? Eh bien, la révolution industrielle a eu lieu, ce qui a effectivement amélioré le niveau de vie grâce à une production accrue et plus efficace de nombreuses choses différentes. Et certaines personnes diraient que c'est probablement le résultat du capitalisme, et on peut défendre cet argument. Je ne vais pas défendre cet argument aujourd'hui, mais on peut le faire. Après 1800, un autre fait important fut l'accroissement du rôle du gouvernement. En Grande-Bretagne, au cours des années 1600, lorsque le capitalisme a été introduit pour la première fois, le gouvernement de la reine Élisabeth, voyant le nombre de pauvres et de personnes affamées augmenter chaque année depuis l'introduction du capitalisme, a créé la Poor Law, qui disait plus ou moins de façon vague et polie qu'il serait bien que les personnes riches prennent soin des personnes pauvres. Mais elle n'était pas strictement appliquée au début. Sous le servage, il était facile de punir les seigneurs, négligeant les personnes liées à leurs terres, car un registre de ces personnes existait. Avec le capitalisme, les gens pouvaient donc prétendre que ces pauvres venaient d'ailleurs pour éviter toute punition ou obligation légale. En fait, la liberté de mouvement créée par le capitalisme, et oui, c'est bien le capitalisme qui l'a créée, a en réalité rendu beaucoup plus facile pour les capitalistes d'échapper à toute punition pour avoir laissé des gens mourir de faim, parce qu'ils pouvaient en désormais simplement dire « Ah, et quoi que ce ne sont pas mes gens, ils sont juste arrivés ici de quelque part ailleurs ». Avec le temps, à mesure que le capitalisme a aggravé ce problème, la loi a été appliquée plus strictement et les dépenses consacrées à l'aide aux pauvres ont augmenté de façon spectaculaire. L'aide aux pauvres dans la Grande-Bretagne élisabéthaine était un système de taxation qui était ensuite redistribué aux pauvres pour les empêcher de mourir de faim. Pourquoi voulaient-ils l'empêcher ? Simplement parce que cela diminuait crimes et criminels. Cela réduisait les troubles sociaux. Et à l'époque, les troubles sociaux aboutissaient souvent à des révolutions et des guerres civiles contre leur propre monarque dans un gouvernement, donc ils tenaient vraiment à empêcher cela. En 1600, les dépenses pour les pauvres représentaient moins de 1% du produit intérieur brut. En 1800, elles dépassaient 2% et la pauvreté avait commencé à diminuer fortement. Les pays européens faisaient la même chose et obtenaient en fait les mêmes résultats. Et la réponse était assez claire. Le capitalisme avait besoin de garde-fous et taxer les riches pour redistribuer aux pauvres sous forme de vêtements, de nourriture et de logements permettait d'atténuer à la fois la pauvreté absolue et relative. Désolé les gars, le capitalisme n'a pas sorti les gens de la pauvreté. Le socialisme, ou son équivalent du XVIIe siècle, l'a fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, les gens se sont rendus compte à quel point le socialisme était un excellent outil pour l'égalité, qu'il rendait tout le pays plus sain, à la fois économiquement et physiquement, et il est ça en devenu le système de facto pour le monde entier. C'est un peu exagéré. Les riches britanniques ont commencé à s'agacer d'aider les pauvres, et ils ont fait pression pour la création des workhouses, où les pauvres étaient littéralement forcés de travailler s'ils voulaient en recevoir, ne serait-ce que des restes de nourriture. Ce lobbying a réussi avec l'adoption de la nouvelle loi sur les pauvres en 1834, qui rendait illégal d'aider une personne pauvre sans d'abord l'envoyer à la workhouse pour y effectuer des travaux forcés. Cela rendait littéralement la charité illégale. Le mot workhouse paraît bien plus inoffensif qu'il ne l'était vraiment. Il s'agissait de travail forcé dans des conditions proches de l'esclavage. Regarde.
Regarde les sourires sur leur visage alors qu'ils reçoivent de tout ce capitalisme qui améliore leur vie et réduit la pauvreté. Regarde comme toutes ces personnes sont riches alors que leur pauvreté est atténuée par la grandeur du capitalisme. C'était en fait un renversement de la loi sur les pauvres d'Elizabeth Ear qui rendait illégal de laisser quelqu'un mourir de faim lorsque vous aviez la capacité de l'empêcher. Désormais, il était illégal d'aider une personne affamée à moins qu'elle ne soit envoyée à la maison de travail. Et attends, Elizabeth était-elle encore au pouvoir à ce moment-là ? Je ne sais même pas. Vérifions, parce que ça semble un peu bizarre qu'elle annule une de ses propres idées très réussies. Non, Vicky était responsable à ce moment-là. On dirait que Lizzie se préoccupait des pauvres, contrairement à ses successeurs. Il est important de noter que les seuls à soutenir cette loi étaient les propriétaires de maisons de travail et les capitalistes. Elle était universellement détestée par tout le monde, et de nombreux articles de presse de l'époque la qualifiaient à plusieurs reprises de prison pour les pauvres. Ironiquement, aujourd'hui, beaucoup la décrivent comme un échec du socialisme. Certains s'en servent pour montrer que la redistribution des richesses est néfaste. En fait, c'est presque du capitalisme pur. Je veux dire, l'esclavage, c'est le capitalisme dans sa forme la plus pure. Et ça, c'est comme 90% de capitalisme pur. Le but était d'empêcher les pauvres de demander de l'aide. S'ils ne pouvaient sans pas changer le fait qu'ils étaient obligés de donner aux pauvres, ils pouvaient sacrément influencer les pauvres pour qu'ils n'aient pas envie de la demander. Ça vous rappelle un peu ce qui se passe aujourd'hui, non ? À la fin du XIXe siècle, le capitalisme moderne, parfois appelé capitalisme 1.0, était à la mode et reposait principalement sur les idéaux du capitalisme du laisser-faire. C'est ce capitalisme totalement non réglementé et débridé avec lequel nous avons commencé, et qui a appauvri tout le monde. Toutes les lois, actes et réglementations qui avaient été mises en place pour atténuer la pauvreté ont été lentement supprimées et annulées, et les capitalistes ont de nouveau eu carte blanche. Et cela nous a menés à une grande période de prospérité massive et d'harmonie mondiale. Cela nous a menés à la Grande Dépression et ramenés au point de départ. Je t'avais dit que ce serait pertinent, même si je t'ai fait faire un détour. L'humeur du public dépend surtout de la perception de qui améliore leur vie. Le capitalisme, ayant ramené la plupart des gens à des conditions pré-industrielles par une spéculation boursière effrénée et souvent illégale ou par cupidité, avait fait chuter la confiance du public dans les entreprises et le capitalisme. Tout le monde savait deux choses. Leurs vies étaient trop pires que celles de Bonnie Blue. Et les entreprises, mais les riches en étaient la raison. Puis, en 1933, ce type a été élu à la présidence. Je dirais qu'il est sans doute le plus grand président des États-Unis, mais qui suis-je pour juger ? Je ne suis même pas américain. Roosevelt est arrivé au pouvoir et, en 5 jours, il a créé la Securities and Exchange Commission pour stopper le délit d'initié, le Civilian Conservation Corps et la Tennessee Valley Authority, qui ont tous deux créé des milliers d'emplois. L'Emergency Banking Act, encore une fois pour empêcher la manipulation du marché, ainsi qu'un ensemble d'autres lois qui allaient être connues sous le nom de New Deal. Le but de toutes ces nouvelles mesures était de rendre les pauvres moins pauvres, et aussi de les remettre au travail. Les gens ont qualifié cela de radical, ils ont protesté et crié que cela allait détruire l'Amérique. Quand je dis les gens, je parle des riches. Tous les autres étaient des plutôt reconnaissants, car cela améliorait concrètement leur vie. Ces politiques ont aidé, mais ils les jugeaient insuffisantes et lança donc en 1935 une seconde vague de mesures, le Second New Deal. Elle incluait la loi sur la sécurité sociale, garantissant un revenu aux chômeurs, handicapés et personnes âgées. La loi sur les normes du travail équitable a interdit le travail des enfants, limité la semaine à 40 heures, instauré un salaire minimum national et créé la loi nationale sur les relations de travail, accordant à chacun le droit de se syndiquer. Avant cette loi, les tentatives de syndicalisation étaient accueillies par une véritable violence et des ouvriers étaient littéralement assassinés lorsqu'ils essayaient. Comme à Homestead, où André Carnegie a engagé les Pinkerton pour tuer des grévistes tout en affirmant publiquement les soutenir. Ou l'affaire Haymarket en 1886 où la police a tiré sur des grévistes, tuant 2 personnes et blessant de nombreuses autres.
Désormais, les ouvriers avaient soudainement le droit légal de faire grève et de s'organiser sans craindre d'être littéralement assassinés. La reprise américaine après la Grande Dépression a été ralentie par une escarmouche européenne et la célèbre ferme de Charlie Chaplin. Petite parenthèse, qui a dit que je ressemblais à Hitler dans la dernière vidéo? D'où ça sort, ça? Une fois ce petit désaccord terminé, la vie domestique a commencé à redevenir normale. Durant la guerre, les ouvriers de l'automobile furent réaffectés à la production d'outils de guerre, avec conditions et salaires gelés. Le gel étant levé, les ouvriers ont pu se syndiquer, ce qui s'est produit. L'Union des travailleurs de l'automobile a fait grève chez Chrysler, causant une perte d'1 milliard de dollars de ventes après un refus de négocier. Cela a poussé General Motors à offrir ensuite des pensions complètes et un salaire indexé sur le coût de la vie pour éviter la même situation. D'autres secteurs ont suivi, et bientôt les Américains moyens ont touché un salaire correct. Et ce que les gens ont constaté, c'est que les riches continuaient quand même de s'enrichir, puisque l'Américain moyen avait désormais l'argent pour acheter leurs biens et services. On parle ici d'économie du ruissellement vers le haut, une expression que vous entendez rarement. J'ai suivi des cours d'économie au lycée et j'en lis souvent pendant mon temps libre parce que je suis un loser. Mais on n'en parle quasiment jamais. Même pas dans les manuels d'économie de gauche. Les politiques du New Deal de Franklin Delano Roosevelt et les victoires syndicales ont permis d'améliorer le niveau de vie et de réduire les inégalités de richesse pendant la plus longue période de croissance économique stable de l'histoire américaine. C'est encore la période la plus longue et stable de croissance économique de l'histoire américaine. Mais cela signifiait aussi moins d'opportunités pour la cupidité, car le gouvernement réglementait presque tout et développait les programmes sociaux pour rééquilibrer les inégalités. Franklin Delano Roosevelt a aussi mis en place un impôt de 75% sur les plus hauts revenus. Aujourd'hui, si vous mentionnez le terme « impôt sur la fortune », il y aura tout de suite des idiots qui crieront au sujet de la fuite des capitaux. Mais si vous vérifiez, et je l'ai fait, aucune fuite de capitaux n'a suivi l'instauration de l'impôt sur la fortune par Franklin Delano Roosevelt. En réalité, l'exemple de fuite des capitaux cité reste la Norvège en 2024 après l'instauration de l'impôt sur la fortune. Mais en réalité, au moment où j'enregistre cette vidéo, les chiffres des recettes fiscales pour 2024-2025 n'ont pas encore été publiés par la Norvège. Quiconque affirme que la Norvège a perdu de l'argent cette année-là à cause de la fuite des capitaux ne comprend pas ou manque d'honnêteté. En réalité, nous ne savons pas encore quels sont les effets au moment où j'enregistre cette vidéo. Aucun autre cas n'a montré que la fuite des capitaux nuisait à une économie après l'instauration ou la hausse d'un impôt sur la fortune. La France et l'Espagne ont augmenté les impôts sur les riches, sans preuve de fuite des capitaux. Partout où vous regardez, ce sont des gens qui écrivent que des tribunes ou qui créent des histoires. Il n'y a rien d'objectif. Aucune donnée ne prouve que la fuite des capitaux a réellement lieu. D'après ce que je peux voir, c'est encore un mythe. Ces contribuables aisés ont déclaré que ce nouvel impôt sur la fortune allait ruiner l'économie américaine. Ce qui était plutôt ironique venant du groupe de personnes qui venaient compte justement de faire s'effondrer l'économie et de ruiner l'Amérique. Hyman Minsky, un économiste, avait une théorie intéressante à laquelle j'adhère. Il affirmait tout que les marchés financiers capitalistes sont naturellement instables et requièrent l'intervention gouvernementale pour leur stabilité. Il disait simplement que des périodes de réglementation stricte entraînent une croissance économique longue et stable. Ensuite, les gens plaident pour la suppression de ces réglementations en affirmant que le système n'en a plus besoin parce qu'il a été stable pendant si longtemps. Et tu sais, ces réglementations nous freinent, mec. Ensuite, ces restrictions sont levées, rendant le marché instable, les risques et la corruption augmentent, puis le marché s'effondre. À ce moment-là, le gouvernement intervient et le cycle recommence. Minsky proposait cette théorie dès le début des années 60, précisément pour tenter d'expliquer les cracks économiques. À l'époque, il était il était ignoré car la seule référence était la Grande Dépression, considérée comme un événement unique. Après 25 ans de croissance stable, on renforçait l'idée que c'était un cas isolé.
Après les réformes de Roosevelt, la seule crise financière aux États-Unis a eu lieu dans les années 70 quand les nations arabes ont stoppé l'approvisionnement en pétrole vers les pays soutenant Israël, provoquant les chocs pétroliers. Cependant, je sais que ça vous énerve quand je critique Jimmy Carter, mais Jimmy Carter a bien commencé le démantèlement des réglementations dans les années 70. Maintenant, je ne dis pas que c'était lui le grand dérégulateur, ça c'était Ronnie Reagan. Jimmy Carter avait bien débuté, puis Reagan est arrivé, prônant la suppression des réglementations. Son cabinet a demandé lesquelles. Et il a répondu oui. Ensuite, il y a eu la crise des caisses d'épargne en 86, le lundi noir en 89, une récession en 1990, puis l'éclatement de la bulle Internet à la fin des années 90. Et tout cela aurait dû être des signaux d'alarme. Mais Clinton a mis le feu à des réglementations bancaires clés au milieu des années 90. Et le résultat serait un autre krach d'une ampleur similaire à la Grande Dépression en 2008 que nous connaissons tous. Donc, il semble en effet que Minsky avait parfaitement raison. Avant chaque krach, il y a toujours une période de déréglementation qui le précède. Chaque période de croissance stable est toujours précédée d'un renforcement de la régulation. Et quand on regarde dans le contexte historique, c'est exactement ce qui s'est passé avant la Grande Dépression aussi. Nous avons eu les années 1600 à 1700 où il n'y avait aucune régulation et tout le monde s'est appauvri. Entre 1700 et 1800, la régulation a augmenté et la pauvreté a fortement diminué. De la fin des années 1800 au début des années 1920, la régulation a presque disparu, menant à la Grande Dépression. Minsky a plaidé pour une intervention accrue du gouvernement, une régulation plus stricte et une moindre concentration de la dette privée sur les marchés financiers. Toutes ces idées, qui n'ont jamais été mises en œuvre, auraient conduit à des périodes de stabilité et d'égalité de richesse, mais avec beaucoup moins d'opportunités pour la cupidité. Ce sont d'ailleurs des mesures que la Chine a adoptées lors de ses réformes, ce qui lui a permis de devenir la puissance économique actuelle. En fait, la Chine est un autre exemple où le capitalisme a accru la pauvreté, car elle a mis en place de nombreuses réformes de marché basées sur le capitalisme dans les années 90, et l'extrême pauvreté a en réalité augmenté. Avant ces réformes, les Chinois contrôlaient un peu la terre sur laquelle ils vivaient et payaient simplement une taxe de 25% de leur production agricole au gouvernement. Ils étaient autonomes. Et tout comme en Europe, après ces réformes, la part des richesses concentrées entre les mains d'un petit groupe de particuliers a fortement augmenté et la pauvreté était restée inchangée, malgré le fait que le produit intérieur brut ait augmenté de 300%. Si l'axiome que le capitalisme réduit la pauvreté était vrai, une hausse du produit intérieur brut de 300% devrait entraîner une baisse équivalente de la pauvreté. Mais en réalité, elle est restée largement inchangée. Le capitalisme, sans régulation ni contrôle, est intrinsèquement instable. Et cela aurait dû être assez évident, vraiment, parce qu'il se concentre sur l'avidité des individus, la récompense et l'intensifie. Leur avidité nuit souvent à la gestion du pays et aux besoins du peuple. Réfléchissez-y. Chaque fois qu'il y a une défaillance du capitalisme, comme un krach économique, ce n'est pas l'efficacité aveuglante du libre marché qui résout le problème. C'est l'intervention du gouvernement. Grande dépression, forte régulation et taxation. 2008 plans de sauvetage. Même une pandémie est un problème que le capitalisme ne pourrait résoudre sans l'État. En fait, il n'essaierait même pas de le résoudre. Il est vrai que l'industrie privée a créé le vaccin, mais elle l'a fait grâce à l'argent des subventions gouvernementales et parce que le gouvernement a payé la vaccination de tout le monde à l'avance via les impôts. L'industrie pharmaceutique ne l'a pas offert gratuitement. Sans l'implication du gouvernement, il est peu probable que l'industrie pharmaceutique développe le vaccin, car les entreprises ne voudraient pas investir des milliards dans un médicament innovant dont elles ne tireraient peut-être jamais profit, la population ne pouvant se le permettre. Le gouvernement leur a garanti un bénéfice en finançant en partie le développement du médicament et aussi en payant les doses pour qu'elles soient distribuées sans à la population. Et ils ont quand même énormément augmenté le prix. À titre d'exemple, regardez cette vidéo qui explique comment le capitalisme aurait empêché la découverte de la pénicilline.
L'un des découvreurs de la pénicilline y explique lui-même que cela n'a été possible que parce qu'il s'agissait d'une science exploratoire, basée sur la curiosité, sans chercher une application commercialisable précise, ce qui est pourtant le seul objectif de l'industrie pharmaceutique capitaliste. Je vais mettre le lien ci-dessous. C'est vraiment une vidéo très intéressante. Il a finalement été encouragé à aller en médecine. Ernst Chain, responsable du laboratoire d'Oxford, a publié un souvenir où il écrit que l'idée d'une utilité clinique de la pénicilline ne leur est pas venue à l'esprit au début de leurs recherches. Une substance aussi instable que la pénicilline, d'après les faits publiés, semblait peu prometteuse pour un usage clinique. Si mon hypothèse était correcte et que la pénicilline était une protéine, son usage comme agent chimiothérapeutique aurait été exclu à cause des réactions anaphylactiques inévitables après usage répété. D'un point de vue scientifique, cependant, le problème de la purification de la pénicilline et de l'isolement du substrat sur lequel je pensais qu'elle agissait était intéressant et méritait donc d'être poursuivi. Il ajoute « J'ai commencé à travailler sur la pénicilline en 1938 avant la guerre. » L'affirmation souvent répétée selon laquelle ce travail aurait été entrepris dans le but de contribuer à l'effort de guerre afin de trouver un agent chimiothérapeutique adapté au traitement des blessures de guerre infectées n'a aucun fondement. La seule raison qui m'a motivée était l'intérêt scientifique. Je doute fort qu'on m'aurait permis d'étudier ce problème à cette époque dans l'un de ces laboratoires industriels, dits orientés vers une mission et axés sur la pratique. La recherche sur la pénicilline, qui a commencé comme un problème d'intérêt purement scientifique, mais qui a eu des conséquences d'une très grande importance pratique, est un bon exemple de la difficulté à tracer des limites nettes entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. C'est exact, l'un des hommes les plus responsables de la production de la pénicilline pendant la Seconde Guerre mondiale contredit directement les affirmations de Hasenfelder en précisant très clairement que l'hypothèse de son équipe était que cette substance n'avait aucune utilité médicale pratique et donc aucun intérêt pour un capitaliste qui pourrait l'acheter ou la vendre. Les choses que le marché libre peut résoudre sont uniquement celles dont on peut tirer un profit. Ainsi, bien que les États-Unis soient le pays le plus capitaliste avec les marchés prétendument les plus libres, on y trouve des sans-abri et des personnes pauvres. Le capitalisme ne résout pas les problèmes sociaux, il crée et répond surtout à la demande des consommateurs. Lorsqu'il résout un problème de société, c'est généralement un effet secondaire du capitalisme plutôt que son intention, comme dans l'exemple de la pandémie. Le capitalisme crée des conflits intentionnels. Ses partisans affirment que le capitalisme est juste car chacun reçoit selon son travail. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais admettons. Quand vous faites remarquer que les personnes qui ne sont pas capables de travailler sont laissées pour compte par le système, comme les personnes handicapées, que disent les capitalistes à propos du fait que le système les abandonne? Eh bien, soudainement, l'équité n'a plus d'importance parce que la vie n'est pas juste. Le capitalisme ne fait pas que permettre, il encourage aussi par exemple le refus de soins médicaux. C'est bénéfique pour les propriétaires capitalistes, mais c'est préjudiciable à la santé d'un pays parce que cela signifie que les travailleurs sont moins en bonne santé et donc moins productifs, ce qui est mauvais pour le pays, mais c'est profitable pour l'entreprise. Je veux dire, repensez à l'histoire avec laquelle nous avons commencé cette vidéo. Le capitalisme a supprimé et criminalisé votre capacité à être autosuffisant comme méthode de contrôle pour vous contraindre à travailler à leur profit. Parce que si vous pouvez vous nourrir vous-même, eh bien, vous n'avez pas besoin de travailler. Le capitalisme repose sur l'idée de verrouiller ce dont les gens ont besoin pour les inciter à travailler plus pour moins de récompenses. La nature de la relation employeur-employé dans le capitalisme est, par essence, conflictuelle. L'employeur veut réduire le coût du travail autant que possible, idéalement à 0, et l'employé veut augmenter le coût du travail autant que possible. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à une question très simple. Si le capitalisme élimine la pauvreté, alors pourquoi la pauvreté existe-t-elle encore dans les pays capitalistes? Si le capitalisme avait éliminé la pauvreté, il n'y aurait pas de pauvreté. Pour conclure, je n'ai pas rassemblé toutes ces informations pour dire que le capitalisme c'est mauvais. Ce n'est ni mauvais ni bon. C'est un outil pour gérer un pays, pas une religion à vénérer aveuglément.
Cela a certaines utilités pour répondre à la demande des consommateurs non essentiels, mais cela a aussi ses limites. Peut-on l'utiliser pour améliorer la vie ? Bien sûr. Mais le capitalisme est fortement mythifié, surtout aux États-Unis, où les gens pensent généralement que la régulation est une mauvaise chose. Et je veux simplement que les gens le voient de façon plus réaliste et qu'ils soient plus ouverts à l'idée d'imposer des contrôles stricts au capitalisme. Faites en sorte que le capitalisme travaille pour vous au lieu de travailler pour lui.